beaucoup de chance d'accueillir ce soir Patrick Poivre d'Arvor dans le cadre de la Voix au chapitre. Beaucoup de chance en raison de sa notoriété, le nombre de participants le prouve, et de sa personnalité. Cet homme est le plus regardé de France, en France et même en Europe, puisqu'il détient plusieurs records. Celui du nombre de journaux télévisés présentés à 20 heures. Alors en comptant bien, vous avez fait 7 ans à Antenne, ce qui s'appelait Antenne 2 à l'époque, vous êtes depuis 12 ans à TF1, ça fait bientôt 20 ans. Il paraît que ça fait presque 7000 journaux télévisés de 20 heures. C'est un record évidemment, record également d'audience, puisque je crois que vous êtes chaque soir entre 8 et 10 millions de téléspectateurs, ce qui est, comme je le disais, un record européen, puisque chaque soir entre 20h et 20h40, je crois que 42-43% de part de marché, comme on dit, c'est ça ? De part d'audience, pardon, des téléviseurs, donc... Voilà, 42-43% des téléviseurs présentent votre visage, et à travers vous, et à travers lui, l'actualité. Patrick Poivre d'Arvor est le grand prêtre du 20h, de la grand-messe du 20h. Et je le dis d'autant plus volontiers que nous sommes dans une abbaye. Nous sommes cependant, je vous signale, au dortoir ici. Je vais essayer de ne pas vous endormir. Cette notoriété n'est pas le fait du hasard, encore qu'il soit né à 19h55. C'est vrai, vous êtes né à 19h55 ? Il y a deux versions. Il y a la version de mon père qui me dit ça et celle de ma mère qui me dit que je suis né à 20h10. Mais enfin, au milieu, il doit y avoir 20h, donc je pense que je dois être né vraiment sous cette étoile-là, oui. Et un 20 septembre en plus, voilà. Donc cette notoriété n'est pas le fait du hasard ni de l'habitude ou du copinage, elle vient de l'expérience et d'abord d'un grand professionnalisme qui est reconnu par tous vos confrères. Et pourtant la confraternité dans notre cher pays, dans le journalisme en particulier et notamment à la télévision, n'est pas toujours très tendre, allusion discrète à PPD. Ce métier du journalisme, Patrick Poivre d'Arvor l'a exercé et l'exerce aussi ailleurs qu'à la télévision. Vous avez commencé à France Inter, vous avez fait des critiques de cinéma dans le journal, dans un magazine L'Économie, éditoriaux au Journal du Dimanche, à Paris Match. Et Paris Match, notamment de 1983 à 1986, c'est votre traversée du désert, c'est entre la période Antenne 2 et TF1. Mais c'était un désert très doux, oui. Ça m'a permis de faire des tours du monde et j'étais très très content. En train, je le recommande. Oui, vous avez fait des reportages pour oui. Paris Match notamment. Oui, voilà. C'était bien. Donc forte personnalité, ce soir on rencontre aussi un triple personnage, le reporter, l'écrivain et l'homme. Parce que derrière le présentateur se dévoile le reporter, on vient d'en parler, avide de découvrir et de faire découvrir l'actualité sur le terrain, et son terrain c'est le monde. Et nous sommes d'autant plus sensibles à sa présence ce soir qu'il aurait dû être à accueillir Bertrand Piccard qui va arriver demain au Mali. En principe demain au Mali. Mauritanie. Merci d'avoir préféré la voix au chapitre. Deuxième passion, le livre. PPDA, on peut vous appeler PPDA ? Oui, c'est pas ce que je préfère, mais enfin, bon. J'en ai tellement entendu. Je ne vais pas dire Patrick tout de suite. PPDA a écrit 18 ouvrages et se passionne pour l'écriture et la lecture. C'est l'émission quotidienne Place au livre sur LCI, la chaîne Info. Et ça a été pendant 10 ans, j'ai dit ça a été, l'émission littéraire Ex Libris, qui vient d'arrêter, mais qui va peut-être reprendre. Nous l'espérons en tout cas, et vous nous le direz tout à l'heure. Troisième aspect de ses personnalités, l'homme, à la fois puissant et fragile, courtisé par les plus grands de ce monde et recevant des vilains coups, mais qui sont peut-être la rançon de sa gloire de star. Alors le voici qui s'évade sur un voilier, touche le granit breton et s'attendrit devant le visage d'un enfant étranger. Cette émotion et cette sensibilité ne sont pas feintes, comme celle du petit homme, le titre de son dernier livre, dont il va aussi nous parler ce soir. Je veux apporter un témoignage personnel, pour une fois. C'est la 3e fois que Patrick Poivre d'Arvor répond à notre appel. C'est lui qui a fêté les 10 ans du Centre de communication de l'Ouest à Nantes en 1993. Toujours spontanément, gentiment, bénévolement. Merci, cher Patrick Poivre d'Arvor, de vous prêter au jeu. Et encore, je mets le A. Merci, cher Patrick Poivre d'Arvor, de vous prêter au jeu de la voix au chapitre. En tout, 1h15, 1h30, comme d'habitude. D'abord un dialogue avec Stéphane Courgeon et ensuite un large échange
avec le public. Enfin, le sénateur Dudoir, président du Conseil général, viendra à ma place, je pense, pour vous remercier. Et puis ensuite, signature des bouquins, mais là, je crois qu'il faudra être un petit peu vigilant pour éviter une espèce de pagaille. Donc je crois qu'on vous demandera de rester assis le temps que vous alliez près des livres que vous signerez. Merci, Stéphane Corjon. Patrick Poivre, j'ai une question très simple à vous poser, d'abord de curiosité, mais je ne voudrais pas entrer dans des indiscrétions privées. Qu'est-ce que vous faites le vendredi habituellement lorsque vous ne présentez pas le journal? Je me promène, parfois, assez rarement, mais je voudrais avant toute chose remercier tous les gens qui sont ici présents. Ça me fait chaud au cœur, et surtout dans cet endroit qui est vraiment magnifique. Et puis ceux qui sont là dans d'autres salles, merci d'être là, parce que j'aime beaucoup l'idée de l'échange. Alors je me promène, oui, je me promène assez souvent en passant par Le Mans, ou plutôt en contournant Le Mans, puisque je vais dans ma Bretagne. Donc ça fait quand même un bon bout de temps maintenant que l'autoroute me fait passer à côté du Mans, mais que j'ai traversé cette ville depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, avec parfois des petites pincées de nostalgie, parce que j'avais une arrière-grand-mère qui était du Mans, et il y a 2 ou 3 endroits comme ça que je retrouve sur l'autoroute d'ailleurs, où Sainte-Suzanne ou autre, je me dis tiens, c'est à tel endroit que se trouve enterrée une grand-tante, et c'est toujours émouvant de se retrouver là, dans un endroit où en fait on ne fait que passer et qui vous enterre à nouveau dans vos souvenirs, vous met dans cette glaise qui fait un homme, quoi, tout court. La plupart du temps, le vendredi, je m'occupe de mes émissions littéraires, puisque j'en ai une en effet hebdomadaire sur LCI. Et puis, je m'occupe parfois de l'ensemble de la rédaction, puisque je suis directeur adjoint de l'information. Voilà, à peu près. Mais disons, souvent, je me promène. Et quand je dis je me promène, c'est que je me promène souvent à l'autre bout du monde. Enfin, j'essaie de faire beaucoup de choses, de caser dans le minimum de temps beaucoup de choses. Après 4 jours ininterrompus d'actualité, c'est une coupure dans la semaine. Quand on est journaliste, on le sait tous, l'actualité c'est presque une drogue. Comment est-ce qu'on décroche comme ça le vendredi? Après 4 jours ininterrompus. C'est pas immédiat parce qu'il y a toute une. Vous savez, c'est vraiment comme le drogué, quoi. J'ai besoin de ma dose de France Info toutes les minutes. Et puis après, progressivement, on s'aperçoit que le samedi, on est déjà plus détendu que le dimanche, mais surtout que le vendredi. Mais surtout, ça me permet d'avoir un autre regard sur mon propre métier, de regarder ce que font les autres, et puis parfois d'infléchir, de réfléchir aussi, et puis d'écouter ce que les gens me disent. Et sur cette base-là, je pense que le lundi, je reviens un petit peu rasséréné et rafraîchi surtout. Et je pense que ça me permet d'aborder différemment l'actualité. Cette coupure, ouais, cette coupure est très utile. Alors, on a envie de savoir, et les gens qui sont ici, j'imagine, les coulisses du journal de 20h. On va essayer de prendre un peu le déroulement de la journée et comment on se prépare à 20h. Le matin, vous arrivez, 8h, 7h peut-être, pour lire toute la presse en général? Oui. En fait, non, la presse, je la lis surtout à la maison. C'est vrai que j'ai la fâcheuse habitude de ne pas beaucoup dormir et surtout de me coucher très très tard. Donc, je vais me coucher à 2, 3 heures du matin, 4 heures. Donc, le lendemain matin, c'est toujours un petit peu difficile, un peu comateux. Donc là, je fais un jogging en général. J'aime bien, j'ai besoin d'avoir une activité sportive. Donc, lire la presse, écouter les différentes radios. Et quand j'arrive au bureau, de voir ma principale collaboratrice qui s'appelle Geneviève Gallet, qui travaille avec moi depuis longtemps maintenant. La rédactrice en chef du Voilà. Et donc ensemble on essaie de voir un peu ce qui est comme ça au nez et sur notre propre sentiment, comment on va orienter la journée. Et puis on discute un petit peu ensemble. Après on réunit l'ensemble des chefs de service et chefs d'information. Et là commence vraiment la mécanique qui va nous amener jusqu'à 20h. Donc on va décider des choix, des gens qu'on va essayer d'inviter, de ce qui est perceptible ou prévisible dans l'actualité, en gardant évidemment toujours une grande marge de possibilités pour ce qui est imprévisible et ce qui va nous arriver dessus. Et puis sur cette base, chacun commence à travailler. On se retrouve en général vers 4h pour une nouvelle conférence. Cette conférence de rédaction, elle est plus rapide
mais destiné à donner un temps à chaque sujet et à donner un ordre à chaque sujet. Ces sujets vont rentrer dans ce qu'on appelle un conducteur, une sorte de squelette un petit peu de ce que va être notre informatique, de ce que va être notre journal, et évidemment tout ça est modifié par l'actualité et par les différents journaux. Voilà à peu près ce que... Et puis après 8 heures, le journal, et 8h45, une dernière conférence critique. Pour vous regardez le 20h en entier? Non, mais vous dites entre ceux qui l'ont regardé, bon, à part moi, qui ne l'ai pas beaucoup regardé, mais enfin, qui est un peu acteur, ceux qui l'ont regardé donnent leur avis, et ceux qui ont regardé la concurrence donnent le leur aussi, parce que ça, on a quelques espions qui regardent un petit peu ce qui se fait de ci, de là, mais c'est normal. Et quand c'est meilleur, on le dit. Quand c'est moins bon, parfois on le dit aussi. Et surtout, on essaie de ne jamais être pris en faute. Et puis, on se prépare pour ce qui a pu se passer tout au long de cette période du journal et ce qui peut éventuellement, pendant la nuit, nous changer notre fusil d'épaule. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez le poste de directeur adjoint de la rédaction. Ce n'est pas négligeable parce que vous avez un poids dans le choix des sujets du journal. Tous les présentateurs n'ont pas une certaine influence. Quand j'étais sur la 2, je n'étais pas le patron de mon journal. Aujourd'hui, je suis le patron de mon journal. J'ai au-dessus de moi un directeur de l'information. Je suis moi-même donc son adjoint. Mais le directeur de l'information n'intervient pas. Sauf si vraiment je lui pose des questions et qu'après coup il a trouvé que c'était pas satisfaisant. Même chose pour mon collègue de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut, qui est aussi son propre patron. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé dans le succès de la formule. C'est-à-dire qu'on est très autonome et en même temps forcément responsabilisé, quoi. Et je crois que toute structure où on est très autonome permet d'être plus efficace. C'est très enrichissant ces conférences de rédaction, c'est un échange permanent entre... Oui, parce que moi je souhaite qu'elles soient ouvertes à tout le monde, c'est-à-dire que le dernier journaliste stagiaire qui est là, ne serait-ce que pour une semaine, j'aime bien qu'il soit là, qu'il donne son avis, bon souvent il n'ose pas, mais ça m'intéresse d'écouter parce que je crois qu'on a souvent des certitudes et plus on a d'habitude, plus on a de certitudes et qu'il faut faire extraordinairement attention aux certitudes, c'est ce qui nous endort très souvent. Qu'est-ce que vous privilégiez dans les sujets? Quels angles, comme on dit dans le métier de journaliste? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous donnez la parole plutôt aux gens? Est-ce que c'est plutôt institutionnel? Ce qui est peut-être un peu le cas de votre concurrent, on en parlera tout à l'heure. Alors, ce que j'aime beaucoup, d'abord, c'est l'idée qu'on n'est pas passé à côté des grandes fissures ou petites fissures ou craquelures de la société et bien évidemment des grands événements du monde. Ça, j'aimerais pas qu'on puisse me ressortir à la figure un journal en disant mais ce jour-là où il s'est passé des choses tellement formidables, il y a 12 ans, par quoi vous ouvriez votre journal, de quoi parliez-vous et être à côté de la plaque. Donc ça, toujours attentif un peu à ce qui me semble être les choses les plus importantes de la société ou du monde, bien sûr, mais aussi privilégier la dimension humaine. On a toujours essayé d'être proche des gens, ne pas s'intéresser, comme pendant très longtemps la télévision l'a fait, aux simples structures, mais vraiment parler des gens, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils attendent, de ce que sont leurs besoins. Et donc, je crois qu'on fait ça, et comme on a un maillage de correspondants en région qui est vraiment très efficace, il me semble que les premiers, on a pu être moins institutionnels que d'autres. Le choix des invités du journal, c'est pas systématique, ça s'impose vraiment quand il y a besoin d'une explication. Oui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de propositions, pour tout vous dire. Ils sont très nombreux à les hommes politiques, venir, notamment les hommes politiques, mais aussi les acteurs ou d'autres. Et on en retient très peu. Alors c'est moi qui fais le choix. C'est un critère qui est parfaitement. Je ne peux pas le justifier parce que c'est vraiment au pif à ce que je ressens. J'ai besoin que les gens m'apportent quelque chose de plus, parce que s'il s'agit par exemple d'un projet de loi débattu en Conseil des ministres, je crois qu'on peut très bien le raconter, aussi bien que le ministre responsable, mais parfois lorsque le sujet pose vraiment problème, ça m'intéresse d'avoir le responsable ou la personne de l'opposition qui va le critiquer. Même chose pour un invité, disons, de spectacle. Et là, on a un petit peu trop tendance, et là, il faut vraiment d'ailleurs, on y met bon ordre, à se faire avoir par un espèce de jeu d'attachés de presse et de promotion, qui font que les gens
comme ça, instinctivement, eux-mêmes se rendent compte qu'il s'agit plus de la promotion, de la vente de quelque chose que d'une information en soi. Donc il faut faire attention à ça. Ce qui peut être le cas avec récemment Astérix Obélix, par exemple. Oui. Mais qui est en même temps une actualité. Oui, mais très franchement, c'est pas l'interview dont je suis le plus fier. Bon, par exemple, j'ai d'excellentes relations et j'aime énormément Gérard Depardieu, mais le recevoir là avec Christian Clavier pour ce sujet dont ils avaient déjà maintes fois parlé sur d'autres émissions ailleurs, tout ça, ça n'apporte pas un plus exceptionnel. Je pense pas, de mon point de vue en tout cas. Alors vous, le présentateur, mais aussi directeur adjoint de l'Info, comment vous le vivez, ce journal de l'intérieur, sur votre siège face à la caméra? On a eu le privilège la semaine dernière avec Jean Amiot d'assister au journal sur le plateau, et on se regardait bouche bée, parce que c'est vraiment un numéro d'équilibriste permanent. En plus, c'était un soir où le journal a beaucoup bougé. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant que les sujets passent à l'antenne? C'est pas forcément un privilège que d'assister au journal, parce que parfois il y a des éclairs, il y a des coups de colère énormes, parce que pendant le journal, bon, très souvent, comme je suis toujours en retard, j'ai pas dicté le quart du journal, donc pendant le premier sujet, je dicte le deuxième, pendant le deuxième, je dicte le troisième, etc. Et parfois, j'ai pas le temps de dicter, bon, ça c'est pas trop grave. Je converse beaucoup avec mon chef d'édition. Voilà, j'ai une petite oreillette électronique. On a créé ce petit système qui est quand même infiniment meilleur que celui qu'on avait quand je commençais dans ce métier, où on avait des espèces de téléphones, on répondait, et puis évidemment il se passait rien au bout, on faisait semblant d'être intelligent et on vous disait 2-3 bêtises, et puis nous on disait il y a apparemment un petit problème, évidemment tout le monde le voyait, donc ça ne servait à rien, puis on raccrochait. Là. Non, tandis que là, avant on avait une petite oreillette, et puis on a créé avec notre service technique une petite oreillette HF qui me permet d'être relié directement sans que ça se voit. Et lui peut très bien me dire, à un moment où je suis en train de lancer un sujet, en train de me dire, non, finalement, il y a un problème technique, ça passe pas, ou il est toujours pas prêt, et à ce moment-là, je fais une espèce de virage sur l'aile qui se voit ou qui se voit pas à l'antenne, mais qui est... Donc en même temps que vous vous adressez à nous, on vous parle dans l'oreille. Ça peut arriver, oui. Mais en général, on attend que j'ai fini de parler pour me parler. Mais ça peut arriver qu'on me parle, parce que, voilà, soit l'information a été un petit peu défraîchie, puis en plus, j'ai face à moi l'AFP en permanence, donc à tout moment, je corrige... et quand il n'y avait pas l'AFP, il pouvait arriver que le journaliste me dise des choses en disant finalement le score Bordeaux c'est plus 2-0, c'est 6-0. Et comme là ce jour-là, je ne sais pas si vous étiez là, mais ça allait vite, il fallait quand même actualiser pile au moment où on parlait. Concernant le track, est-ce que vous l'avez toujours, vous, après 18 ans de JT? Vous arrivez une minute avant l'antenne? Oui, alors chacun a ses solutions. Moi, évidemment, comme je travaille toujours dans l'urgence, j'aime assez cette idée de se précipiter dans le grand trou noir, comme avec un parachute, de sauter. Je saute et puis on verra bien ce qui se passe. En général, on se dit que les gens qui ont préparé le parachute ont bien fait attention à tout et que tout se passera bien. Et donc, ceci empêche que j'ai le trac. Et je m'installe assez souvent, c'est vrai, pendant le générique du journal, et parce que j'ai voulu voir jusqu'au dernier moment les différents sujets. Vous avez le lendemain, maintenant avec les techniques de sondage, avec le médiamétrie, vous avez le lendemain matin un minute par minute du journal. Oui. Vous savez quels sont les sujets qui ont bien fonctionné. Est-ce que le lendemain, si par exemple une actualité sur le Kosovo, vous avez ouvert sur le Kosovo et ça n'a pas fait beaucoup de monde, les gens ont zappé, est-ce que vous en tenez compte le lendemain? Non, parce que c'est un système extraordinairement pervers. C'est un système qui peut servir les publicitaires pour savoir exactement quel a été le nombre de gens qui les ont regardés pendant la coupure de publicité, où en général il y a toujours un petit décrochage. C'est un système qui peut servir aux programmateurs de chaînes pour savoir si une émission a vraiment lassé en cours de route ou n'a pas intéressé, c'est-à-dire qu'il n'y a eu personne à la prise d'antenne. Mais c'est un système qui peut être très dangereux, je trouve, pour les journalistes. C'est vrai qu'à 9h30, tous responsables confondus, on a tous cette courbe qui nous donne le minute par minute de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Mais c'est une courbe qui n'a pas toujours de sens, parce que d'abord, il y a toujours une marge d'erreur. Et puis, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils sachent que c'est le résultant, la résultante de à peu près des courbes de 2400 foyers
qui ont accepté donc de jouer ce jeu-là, qu'on ne connaît pas, nous, sinon bien sûr on irait les démarcher pour leur dire de regarder que la une, donc que personne ne connaît, seul l'Institut Médiamétrie le connaît. Ces gens-là ont dans leur poste une boîte noire. Cette boîte noire est relevée automatiquement toutes les nuits par un système de téléphone qu'heureusement ils n'entendent pas vers 3 heures du matin, et qui permet de savoir ce qu'a été leur consommation de télévision précise. Et l'addition de toutes ces consommations, fait sur un système évidemment très représentatif de la population, dans tous les sens du terme, permet de savoir exactement ce que les gens ont regardé la veille. Mais d'abord, c'est pas parce qu'un soir on aura ouvert sur le Kosovo que ça ne marchera pas, qu'on va ne pas faire, ça n'a pas de sens. On ouvre sur le Kosovo si c'est très important. Et en général, ce qu'on voit, c'est que les gens ont tendance à, de toute façon, venir sur la chaîne quand il se passe quelque chose de très important. Donc ça ne sert à rien d'essayer de les appâter, de les aguicher, de faire de l'œil. Je crois que les gens viennent quand c'est important, quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes tous les soirs, et Jean-Pierre Pernaut également, devant la 2, sachant que vous allez sur les mêmes sujets, l'actualité est la même pour tout le monde, qu'est-ce qui fait le plus? Ça, c'est... je ne sais pas, c'est toujours très difficile de répondre. J'essaie d'avoir deux, trois analyses qui sont lucides et, si possible, pas trop immodestes. Je crois que la permanence, ça nous aide beaucoup, le fait d'être là depuis l'un et l'autre depuis si longtemps. Jean-Pierre est là depuis 11 ans, moi depuis 12, et pour avoir connu pendant 7 ans le service public avec ses affres, je sais très bien que les responsables... Le directeur de la rédaction change, oui. Voilà. Très souvent, alors, pendant assez longtemps, c'était des décisions qui étaient politiques. Après, il y a eu des décisions qui étaient vraiment parfaitement irrationnelles et qui n'avaient pas de sens. Un nouveau patron voulait dire simplement qu'il arrivait et qu'il voulait marquer ça par son équipe à lui. Et donc l'équipe de direction changeait le directeur de la rédaction, qui changeait le présentateur, etc. Donc le pauvre téléspectateur se retrouvait un peu otage de tous ces changements. Et je vois bien sur une chaîne que je connais bien et que j'aime beaucoup, parce que ça a été la chaîne de mes débuts. J'y ai travaillé presque 10 ans et j'ai présenté le journal pendant 7 ans. Sur la 2, je vois bien qu'il change tout le temps de présentateur, tout le temps de directeur de la rédaction. Et là, on est en train déjà de m'annoncer que dans 2 mois, il y aura un nouveau PDG de France Télévisions. Donc il nommera peut-être 2 différents PDG de la 2 et de la 3 qui auront peut-être aussi en matière d'information leur propre idée. Donc si vous voulez, c'est sans fin ces histoires-là. Alors un jour vous avez Sérillon, l'année dernière vous aviez Bilalian, celle d'avant Mazur, celle d'avant je ne sais plus, Kubada, Okren. C'est très, je pense, très perturbant pour le téléspectateur. Donc ça, c'est pas sain, et c'est très perturbant pour les équipes aussi, très perturbant pour les gens qui travaillent, qui ne savent pas sur quel pied danser, ou qui se réfugient dans des attentismes ou dans des attitudes d'agressivité ou de placard qui ne sont jamais très satisfaisantes. Donc je crois que nous, on a été aidés par cette permanence, par la durée. On a dû être aidés aussi par l'indépendance, forcément, puisque là, ne dépendant pas d'une instance politique, moi j'ai connu, je ne sais pas, depuis que je présente le journal sur TF1, peut-être presque une dizaine de premiers ministres. Ça n'a jamais changé quoi que ce soit. C'est le même PDG, c'est le même numéro 2, c'est le même... Ce qui n'empêche pas TF1 de pouvoir pencher vers tel ou tel candidat, allusion au bal de Dieu. Non, je ne crois pas, là, en plus, parce que vraiment... C'est un faux procès, selon vous. Oui, parce que si on regarde bien... à ma connaissance, il me semble que le numéro 3 de la chaîne est marié au numéro 2 du gouvernement, donc je ne suis pas sûr que... Non, de ce côté-là, je crois que c'est très individuel. Ouais. Chacun a ses avis, des avis qui peuvent varier d'ailleurs en fonction des positions des hommes, mais au moins, comment dire, notre place ne vient pas d'eux. Ça, c'est quand même une chose très importante. On a cette indépendance, on a le maillage... Donc les correspondants en région dont je vous parlais, je crois que ça nous a bien aidés aussi. Alors on a le charisme ou pas des présentateurs, ça vraiment je suis mal placé pour en parler. Je vais vous poser la question, oui. Quel est votre pouvoir dans tout ça? Je ne sais pas, moi ce que je sais c'est que j'ai un pouvoir d'animation de mon équipe, ils travaillent pour moi, ils savent comment je fonctionne, donc on a des automatismes qui sont infiniment plus rapides, qui nous permettent de fonctionner avec peut-être plus d'efficacité. Peut-être que ça nous aide. Mais le téléspectateur peut préférer telle ou telle personne. Oui, c'est possible. Oui. Mais je suis vraiment
pardonnez-moi d'être aussi peu loquace sur le sujet, mais je n'arrive pas à savoir quel est le poids du présentateur par rapport à, dans son choix. Je crois qu'il y a tout un ensemble de choses qui passent quand même beaucoup par l'indépendance. Je crois que c'est important. Je vous promets que ça restera entre nous, mais la 2, vous le jugez comment son 20h, puisque vous entendez les critiques de vos... Ça va pas rester entre nous, là. On est fichus, il y a une caméra, il y a des responsables que j'ai connus sur la 2. Je vous ai entendu dire, il n'y a pas très longtemps, que vous le jugiez trop institutionnel. C'est vrai qu'ils invitent beaucoup de... Oui, mais bon, très franchement, moi j'ai de bonnes relations avec mon collègue actuel, Claude Sérion. On a travaillé ensemble suffisamment. On était tous les deux d'ailleurs délégués du personnel de syndicats différents sur la 2. Moi je vois bien ce que sont leurs problèmes et je n'ai pas envie ni de leur compliquer la tâche, ni de jeter de l'huile sur le feu, ni de parader, quoi. Voilà, chacun a sa vie, quoi, et surtout je n'aime pas donner des leçons aux autres. Vous aimez l'univers dans lequel vous travaillez ? Oui et non, j'aime beaucoup l'information, j'aime beaucoup ce qui fait que tout d'un coup on passe avec une passion mais une frénésie exceptionnelle d'une crise européenne par exemple à une démission du numéro 2 allemand, à un atterrissage d'un ballon, à un succès sportif, à parfois une catastrophe, hélas aussi. J'aime cette façon qu'on a de s'investir pendant quelques jours complètement d'un sujet, de pouvoir rencontrer évidemment les acteurs de ces drames, de ces fractures, de ces changements. Donc ça, c'est quelque chose de formidable dans le métier, j'aime ça. Le pendant, on le voit bien, le pendant c'est forcément une certaine superficialité, donc il faut y prendre garde, il faut tout le temps être en train de lire, de se renouveler, écouter, beaucoup avoir un jugement qui puisse à tout moment changer. Venir en province. A priori, venir en province par exemple, oui, ça c'est vrai que c'est très important. Là après vous avoir parlé, je partirai dans ma Bretagne, je sais que dans mon petit village, les gens me posent des questions qui n'ont pas très souvent des rapports avec celles qu'on me pose dans mon milieu. Donc là, on en arrive à mon milieu. Ce milieu ne me fascine pas toujours, je le reconnais. Il y a des êtres que je trouve exceptionnels, des gens qui me font rêver, des gens que je respecte beaucoup. Il y en a qui sont un peu moins, qui se tiennent un peu moins bien, parce qu'il y a de la rancœur, il y a de la jalousie, il y a des choses qui, hélas, arrivent dans toutes les entreprises. Mais simplement, nous, ça se voit un peu plus, parce que ce sont des maisons de verre, et que dès qu'il y en a un qui éternue, immédiatement, tout le monde est au courant, et que ça fait l'objet de je ne sais combien de critiques dans les médias. Donc, quand il vous arrive quelque chose de bien, ça se sait. Quand il vous arrive quelque chose de mal, ça se sait aussi dans la seconde même. Et en général, on est surexposé. Donc, ce milieu, je ne peux pas dire qu'il me procure des exaltations permanentes, quoi. On reviendra sur ces aspects-là un petit peu tout à l'heure. Avant de parler du livre Ex Libris, Jean-Mi en parlait tout à l'heure, l'émission est donc arrêtée. Vous avez souvent dit je fais le 20h, mais en échange, j'ai demandé à mes patrons d'avoir Ex Libris. Maintenant, vous ne l'avez plus, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai demandé la permanence d'une émission culturelle sur la 1. Il me paraîtrait vraiment scandaleux que la chaîne n'ait plus d'émissions littéraires. Je trouve ça vraiment très très dommage. Et l'idée de les exiler, entre guillemets, sur des chaînes câblées ou de dire aux gens, vous n'avez qu'à regarder Arte, par exemple, est une idée qui me paraît saugrenue. Je vois en ce moment qu'à l'occasion de l'ouverture du Salon du Livre, un grand nombre de professionnels ont aussi adressé des doléances au patron de France Télévisions en disant que les émissions littéraires étaient reléguées beaucoup trop tard. Et que je trouve que notre combat aux uns et aux autres devrait être commun et qu'on doit se battre pour qu'il y ait encore des émissions. Donc, exit libris, si je puis dire, dans 10 ans c'est fini, mais j'ai une idée d'une émission qui serait toujours basée sur le livre, mais avec des extensions sur le cinéma, sur les adaptations, en tout cas cinématographiques, d'œuvres littéraires, et puis sur le multimédia. Parce qu'il y a, là, je crois qu'il y a tout un gisement qui n'a pas bien été traité pour l'instant à la télévision. Alors, il y aura d'autres questions tout à l'heure du public, j'imagine, sur la télé. On va parler du livre Petit Homme, qui est paru chez Albin Michel il y a peu de temps, qui raconte en fait la fugue d'un père divorcé avec son fils de 3 ans.
Et en fait, l'absence de la mère va les rapprocher, ils vont se découvrir. Et c'est en fait le petit garçon qui raconte dans le livre ce périple à travers la Bretagne, la Champagne, l'océan Indien. Pourquoi vous avez choisi ce petit garçon de 3 ans? Pourquoi c'est lui qui parle? L'idée, parce qu'à chaque fois qu'on écrit un nouveau livre, là j'en suis à mon 18e. Bon, là, c'était en ce qui concerne les romans, c'est le, je sais pas, 8-9e. On aime toujours essayer de franchir une barre différente. Et j'avais fait pour un précédent livre, un héros de passage, une incursion dans le roman historique. Ça, c'était assez passionnant, mais ça m'avait demandé beaucoup de temps. Et là, j'ai voulu essayer d'imaginer une écriture d'un petit garçon, mais en même temps une écriture qui soit crédible, qui soit pas niaise, mais qui soit naïve aussi, etc., etc. Donc tout ça, je m'étais imposé ça comme barre, et puis voir comment je pouvais la franchir. Et le choix du garçon, c'est pas innocent. Vous auriez pu prendre une petite fille, mais c'est pas par hasard. Ouais, j'aime bien l'idée du petit garçon qui parle à son père, parce qu'en plus, j'ai cru remarquer que je vois bien avec tous les livres que je reçois pour Place aux Livres ou pour Ex-Libris, on parle beaucoup du rapport avec la mère et très rarement du rapport avec le père. Et surtout dans cette période où il y a beaucoup de familles recomposées, beaucoup de pères célibataires ou de mères célibataires ou de gens qui vivent différemment, ça m'a paru intéressant. Et puis, bon, c'est très chouette de se dire à quel moment est-ce que j'ai eu mon premier souvenir. Et j'étais obsédé par ça, moi, quand j'ai écrit ce livre. J'ai aperçu que c'est vrai que mes souvenirs remontaient rarement avant... mes souvenirs ne remontent même pas du tout avant l'âge de 4 ans. Et que d'ailleurs, mes souvenirs, c'est très furtivement, il y a un peu, justement, cette route Reims, parce que j'habitais Reims, Paris, Chartres, Le Mans, parce que je sais que mon père écrivait ça, et il nous racontait à chaque fois, et ça rentrait... Cette espèce de voyage, c'est quelque chose de très subtil, mais certainement un des plus anciens souvenirs que j'ai. Et j'ai donc voulu que ce soit une errance, ce livre, que justement ce soit un voyage, à la fois sur les terres de mon enfance, de mon adolescence aussi, et puis des terres plus imaginaires. Et vous avez des souvenirs avec votre père? Est-ce que vous auriez souhaité vivre une aventure comme celle que vous racontez dans le livre avec lui? Oh oui, oui. Oui, je pense qu'en plus, chacun aimerait ça, parce que on se reproche toujours de ne pas parler assez aux gens qu'on aime. J'ai la chance d'avoir encore mes parents vivants, et je sais que les gens me disent souvent ça, ceux qui viennent de perdre leur père ou leur mère, mais j'ai pas assez parlé. Mais ces derniers temps, j'étais absorbé par ma vie. C'est vrai qu'on est toujours à un moment de pleine vie active, et on se reproche ça souvent. Et l'idée de pouvoir dialoguer, de bien parler, moi je me fais ce reproche vis-à-vis de mes propres enfants. Donc oui, c'était un rêve, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu que ça soit une sorte de petite fable. Dans les entretiens que vous avez accordés à la presse sur ce livre, on vous pose souvent la question, est-ce que c'est autobiographique? Il y a forcément des éléments autobiographiques, puisque vous dites que le père a la cinquantaine, le crâne un peu dégarni, marche de manière un peu voûtée, il y a la Champagne, la Bretagne dont vous parlez. Forcément, un auteur met un peu de sa vie dans un roman? Oui, c'est pas anormal. Le premier livre, en général, est toujours très fortement autobiographique. Pas toujours, un peu moins maintenant d'ailleurs. Ces derniers temps, je reçois beaucoup de livres qui m'ont l'air d'être moins empreints de souvenirs d'enfance ou de blessures personnelles. Mais la plupart du temps, c'est dans le premier livre. Après, quand vous arrivez à un nombre conséquent de livres, vous mettez des choses de vous-même incontestablement. Vous êtes une éponge, donc vous observez des réactions, soit de votre entourage, soit de vous-même. Et puis vous en faites un livre. Chacun fait son miel de sa propre vie, et singulièrement un romancier. Oui. Vous avez beaucoup entendu le reproche après la sortie du livre de cet amalgame vie privée, vie publique. Et les gens disent, il se plaint d'être guetté par la presse poubelle, comme vous l'appelez. Et la couverture du livre, enfin, moi j'ai fait un petit sondage auprès de gens, savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la couverture, qu'on va peut-être voir, je sais pas. Et tout le monde dit, c'est vous sur la couverture. C'est vrai? Je promets que non. Ça m'a stupéfait quand j'ai vu cette couverture, parce que... Vous n'avez pas décidé en plus? Non, c'est l'éditeur qui me l'a envoyé. Moi, j'ai trouvé très joli et très réussi, parce que j'aime bien l'idée de l'ombre chinoise, mais pas du tout. Mais je lui ai même demandé de me donner le cliché original, qu'il me montre un petit peu, parce que c'est émouvant, c'est joli.
Encore quelques questions. Vous êtes souvent demandé, puisque vous en parliez tout à l'heure, vous étiez très exposé, vous êtes souvent demandé pourquoi la presse poubelle, comme vous le dites, vous traquait autant. Oh, il y a beaucoup de raisons. D'abord, c'est une presse que j'ai toujours attaquée, parce que je suis contre l'immixtion dans la vie privée, donc je trouve ça intolérable pour les autres, donc aussi bien pour moi. Vous avez écrit un livre d'ailleurs là-dessus. Voilà, et à chaque fois j'attaque. Donc alors j'ai attaqué à travers un livre qui ne leur a évidemment pas fait plaisir, donc ils se vengent et ils se vengeront jusqu'à la fin de mes jours. Bon, ça, j'en ai pris l'habitude. J'ai attaqué par voie judiciaire. J'ai même très vite fait savoir qu'à chaque fois que je gagnais un procès, l'intégralité de ces sommes allait à la Fondation des Hôpitaux de Paris, en mémoire de ma fille, justement, qui avait énormément souffert de toutes ces attaques et qui me l'avait souvent dit, qui l'avait dit publiquement, qui avait été même dans une émission de télévision pour le dire. Je leur en voudrais toute ma vie. Et je déteste l'hypocrisie, donc je serais incapable de vous dire autre chose. Je n'ai que mépris pour eux. Et il n'y a aucune espèce de raison que je continue à ne pas les attaquer. Premier phénomène. Deuxième phénomène, je pense que le fait d'être, comme vous le dites, sur la chaîne la plus regardée d'Europe, le journal le plus regardé, etc., bon, ça vous entraîne forcément plus de sources d'intérêt. Quand j'étais sur la 2, je voyais bien que le mistigris était toujours sur Roger Giquel, qui à ce moment-là présentait le journal le plus regardé. Donc ça c'est tout à fait compréhensible. Troisièmement, j'ai eu un certain nombre d'événements personnels qui ont fait que on bâtit des légendes, des mythes, des contes, des fables, beaucoup de choses, quoi. C'est normal. Vous reprochez des fois à vous-même de vous être parfois trop exposé, peut-être volontairement? Volontairement jamais, involontairement oui, je me le reproche, mais le système est tel que vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez accepté de présenter le journal de 20 heures, il faut savoir que vous êtes dans la lumière. Bon, on l'est pour 10 millions de gens, mais on l'est différemment. On l'est parce qu'on intervient à l'heure du dîner, parce qu'on est aussi dans leur propre souffrance, leur propre passion, et qu'on voit bien à travers le courrier que je reçois quelque chose comme 100, 200 lettres par jour, je vois bien ce qu'est le type de confidences qui me sont faites parfois. Donc on voit ce que les gens peuvent vous projeter en vous. Donc ça c'est normal. Mais simplement, et peut-être les gens qui sont là peuvent en témoigner, quand je suis rentré dans ce métier, moi je suis rentré d'abord à la radio, j'ai fait 3 ans et demi de radio. Bon, la radio, personne ne se retourne sur votre passage, ça c'est formidable. Et puis quand je suis rentré à la télévision, mais ça n'avait pas du tout d'importance à ce moment-là. 2, 3 petites notules dans des journaux dits de télévision, mais c'était tout, il n'y avait pas d'autre. Maintenant, c'est devenu il y a comme une espèce d'intérêt que je trouve tout à fait exorbitant d'ailleurs et excessif vis-à-vis de ce média, mais c'est comme ça, on ne va pas se rebeller, Jean Bras, ça n'aurait pas de sens. Donc je l'accepte, mais je le dis, voilà, je dis les choses. Je reviens au livre. Le papa demande toujours à son fils dans le livre, est-ce que tu m'aimes? Le petit ne répond jamais par l'aspect positif, sauf à la fin. Vous êtes comme ça, vous aussi? Vous demandez toujours à vos proches ou même aux gens que vous connaissez, quand on présente le journal, peut-être aussi envie d'être aimé? Alors, je ne demande pas aux téléspectateurs, mais c'est vrai que visiblement, oui, dans la vie, ça m'arrive, bien sûr. Oui. Oui. Et juste une question générale sur la littérature, sur votre écriture. Est-ce que vous avez écrit ce livre, et les autres en particulier, à des moments précis de votre vie? Est-ce que c'est plutôt quand ça va mal, quand ça va bien? En général, en ce qui me concerne en tout cas, les livres ont plutôt été écrits dans l'urgence ou dans la souffrance ou en tout cas dans la douleur oui, c'est plutôt quand ça va mal. Et le livre est dédié au Petit Prince. C'est vrai que quand vous étiez plus jeune, vous disiez à vos camarades que vous étiez le filleul de son texte. Oui, parce que j'avais une admiration énorme pour Saint-Exupéry. Et puis, il se trouve que ma grand-mère, celle dont la mère est justement née au Mans, ma grand-mère était l'amie de Consuelo de Saint-Exupéry, la veuve de Saint-Ex. Et un jour, comme ça, dans une salle, un cours de récréation,
j'avais dit aux gens comme ça, pour un peu, qui m'emmerdent plus, qui me respectent un peu, j'avais dit que j'étais le filleul de Syntex, puis je me suis aperçu qu'il était quand même mort 3 ans avant que je naisse, donc c'était un peu difficile. Mais je ne me suis pas aperçu tout de suite. Mais eux, ils ne savaient pas non plus, hein, donc c'était pas grave. Bien, on passe, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire questions-réponses. Pour gagner un petit peu de temps, vous lèverez la main avec un petit peu d'avance pour que les charmantes hôtesses, Mancelles, puissent venir vers vous. Alors, vous gagnez, on n'a pas préparé des questions, c'est pourtant mieux, parce que les 2 premières sont difficiles à venir. Non, pour détendre l'atmosphère, puisque vous parliez des Mancelles, mon père avait toujours l'habitude de se moquer de sa mère, parce qu'il disait qu'elle était naturellement sotte. Vous voyez, mais c'était une petite blague. Eh bien, on ne la connaissait pas au Mans, je ne pense pas. Alors, question, et pour... vous vous levez si c'est possible, pour qu'on vous voit mieux. Il y a quelqu'un là, non? Non, je vois une charmante hôtesse, à moins qu'elle pose la première question, non? Là-bas, autre micro, et tout à l'heure, quand on dira les dernières questions, il y a 25 mains qui se lèveront. Donc, gagnons du temps. Gagnons du temps. Voilà, ben, c'est parfait. Merci, monsieur. Je m'excuse d'être le premier à poser des questions, mais lorsque vous avez des sujets délicats à traiter, par exemple, dans le domaine de l'économie par rapport à vos patrons, ou dans le domaine du judiciaire, ou du judiciaire en général vis-à-vis des gens que vous connaissez ou qui vous sont très proches, est-ce que vous soumettez vos propos avant de les donner, ou est-ce que vous avez une totale liberté pour vous exprimer dans ce domaine? Je vais vous donner un exemple. Le patron donc, de TF1, le propriétaire de TF1, est Martin Bouygues. Je ne l'ai pas eu au téléphone depuis 2 ans et demi, je crois. Au-dessous de lui se trouve Patrick Lelay. Il se trouve que pour d'autres raisons, je n'ai pas eu au téléphone depuis 6 mois. Et que la seule personne qui travaille en ligne directe avec moi est Robert Namias, donc directeur de l'information, et que il ne m'a jamais auparavant demandé quoi que ce soit. Donc je pense vraiment, réellement, pour vous dire en toute honnêteté que oui, j'ai une vraie liberté. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais de cette liberté? C'est la question. En effet, peut-être que je peux être tenté d'être plus sévère avec tel ou tel, ou plus indulgent avec tel ou tel. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois l'autocensure. Et c'est donc à moi de me discipliner pour essayer de voir là où pourrait aller mon penchant, que ce soit d'ailleurs, même, je ne sais pas, sur des aspects de ma vie ou des jugements politiques. Donc tout cela, il faut... c'est une question de conscience et il faut faire extraordinairement attention. Il faut s'installer des contre-pieds permanents et des contre-feux et essayer de ne pas dériver. Sinon, c'est assez vite sanctionné par les gens qui s'en rendraient compte, qui diraient « mais attendez, cette information, c'est pas la bonne » ou « ils disent ça parce que eux, ceci ». Mais on nous fiche assez royalement à la paix. Oui. On parle de sujet juste un mot sur le projet de loi déposé par Elisabeth Guigou sur la présomption d'innocence. Est-ce que vous y êtes favorable, c'est-à-dire de ne pas montrer des gens avec les menottes au poignet? Alors ça, c'est un sujet que je trouve vraiment très intéressant, et je pense que je vais inviter mardi Elisabeth Guigou au journal pour en parler, parce que ça, c'est le type même de sujet où il y a des débats, et je crois que c'est capital. En ce qui me concerne, par exemple, je sais que un jour, peut-être un an, il y avait un guide qui avait été interpellé, puis incarcéré pendant plusieurs semaines à la suite d'une avalanche qui avait fait 12 morts chez des très jeunes gens. Et ce guide, un jour, par la décision que personnellement je trouve vraiment extraordinairement regrettable d'un magistrat, a été trimballé, je n'ai pas d'autre mot, menotté devant les photographes et les caméramans qui, eux, ne faisaient que leur métier.
Mais il se trouve qu'il était là, tiré comme un criminel. Ça avait quelque chose d'extraordinairement gênant. J'ai refusé de passer cette image. Cette image est passée sur la chaîne d'à côté, mais ça aurait pu être le contraire aussi. Hein, donc ne jetons pas la pierre à qui que ce soit. Mais dans ce genre de circonstances, on s'aperçoit bien qu'on a toujours, d'abord, on a des juridictions personnelles qui évoluent avec le temps, mais on voit bien qu'on est tout le temps dans cette situation d'interrogation. Je trouve personnellement qu'on n'est pas là pour montrer des situations dégradantes de qui que ce soit. Ça m'est arrivé de refuser de passer l'image de Jacques Delors qui venait de recevoir une tarte à la crème. Alors évidemment ça fait rire tout le monde, mais en même temps il y avait quelque chose de dégradant dans ce truc. Je n'ai pas voulu passer. Il m'arrive très souvent de refuser de passer ce type d'image. Hier encore, je vais vous donner un exemple, il y avait une image très cruelle qui en même temps sur le plan sportif n'avait pas d'intérêt capital, mais de saut à ski, et on voyait un skieur qui ratait ce saut et se retrouvait dans une situation de coma. J'ai pas voulu passer cette image. Or elle était extraordinairement attirante, quoi, hein, mais en même temps elle me gênait, donc j'ai pas voulu passer cette image. Et quand je dis ce qui me fait plaisir, c'est qu'autour de moi, la plupart des journalistes maintenant ont ce type de réaction. Donc on peut avoir ce type d'autocensure, c'est aussi de l'autocensure. On va me dire pourquoi vous protégez M. Delors ou M. Machin ou M. Trucmuche. J'ai fait de même avec d'autres, parce que ça, je crois que ça n'apporte rien à l'information. On peut très bien dire, bon, s'il s'agit d'une manifestation dure, expliquer les choses, montrer les choses même, bien sûr. Mais là, s'agissant d'un plaisantin qui croit se faire bien connaître, évidemment, puisqu'il attire à lui les médias avec une tarte à la crème, je ne vois pas ce que nous, en tout cas, apportions beaucoup. Donc, sur la présomption d'innocence, il y a un grand nombre de choses à dire, bien sûr. Il ne faut évidemment pas bâillonner les journalistes, parce qu'on sait bien qu'un certain nombre des affaires récentes sont sorties parce que des journalistes ont parlé. Mais on sait bien aussi que si des journalistes ont parlé, c'est que des juges ont parlé. Là aussi, on va pas en est entre nous, si je puis dire. Il y a peut-être des juges, il y a des hommes politiques. Dans cette salle, on n'est pas innocent. On sait très bien comment ça fonctionne, ces circuits, et pourquoi les juges, à un moment donné, décident de parler, ce qui est contraire à la loi, parce qu'ils pensent, ou elles pensent, que ça va faire avancer leur enquête. Et qu'en effet, parfois, il y avait, en tout cas naguère, un tel poids, une telle chape de l'autorité, du pouvoir en tout cas, sur les juges, qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'au terme de leurs enquêtes. Mais là, comme on est maintenant, le balancier est passé de l'autre côté, il faut qu'on soit extraordinairement attentif à toutes les dérives. Et il est évident qu'on voit de plus en plus souvent arriver des affaires avant même que les intéressés en aient pris connaissance. Je crois que rien ne nous interdit de prendre un peu de temps, de bien vérifier, et puis de dire les choses une fois qu'elles sont vérifiées, qu'elles sont avérées, et en donnant les points de vue des uns et des autres. Donc il y a sur ces sujets énormément d'interrogations. Il ne faut évidemment pas en profiter pour remettre un sparadrap sur la bouche des journalistes, mais il faut faire attention aux droits des personnes, à leur dignité, à leur intégrité. Tous ces sujets sont très complexes. En ce moment, on est confronté depuis quelques années à des sujets redoutablement graves, dramatiques, qui ont souvent trait à la vie à l'école. Raquettes, violences sexuelles, on l'a vu hier avec un rapport très impressionnant, mais aussi drogue, mais aussi violence de toute nature. Je crois que ces sujets, et inceste, ces sujets doivent être abordés. Alors il y a des gens qui vous disent attention, si vous en parlez trop, vous allez donner les idées. Mais il y a beaucoup de gens, et ça ce sont les spécialistes et vraiment les gens qui connaissent bien les dossiers, qui nous disent, vous savez, depuis que vous en parlez, vous avez permis que des bouches s'ouvrent. Alors évidemment, les statistiques nous paraissent effrayantes, épouvantables, etc. Mais sachez bien que c'était bien pire avant, sauf qu'on ne disait pas et qu'on ne poursuivait pas. La pédophilie est le meilleur exemple. Pédophilie, je crois que là, il y a eu une valeur éducative certaine de la télévision.
Et si un jour on se retrouve, et là depuis exactement 2 jours, tous les avions d'Air France sont équipés d'une vidéo qui montre à tous les touristes qui se rendent dans des destinations où se pratique la pédophilie, qui montre les dangers, les risques, etc. Moi, je crois que c'est ça. Si c'est arrivé sur Air France, là, c'est parce que des gens ont parlé, des gens se sont rendus compte, et on s'aperçoit que trop souvent les gens ne s'aperçoivent pas de la gravité de leurs actes. Et c'était le cas de ce rapport terrible sur les violences sexuelles à l'école, entre mineurs, entre écoliers. C'est qu'en fait, il y avait des barrières qui avaient complètement sauté et que des gens pensaient que c'était pas grave, que c'était comme ça que ça se pratiquait. Donc ça, c'est une régression. Et je crois qu'il faut le faire savoir. Il faut que les gens connaissent les numéros, des numéros verts, de tous ces endroits où ils peuvent se défendre. Et je crois que la télévision, de ce point de vue, comme la presse, a une vertu éducative. Bien, alors question. Dans le fond là-bas, levez-vous si ça ne vous dérange pas. Merci monsieur. Il y a un petit problème. Voilà. Mais... Vous avez une voix forte? Parlez très fort. Il y a un autre micro qui va arriver. Un autre micro arrive. Un autre micro arrive, monsieur. Pour l'ordonnancement des différents sujets que vous traitez au cours de votre journal, et sans faire de parallèle avec Jean-Pierre Pernaut à 13h, lui, il a une structure qui est très, je dirais, presque rigide. Il commence par un météo et il termine par le régional avec... Très ciblé d'ailleurs sur 2 départements que je connais, l'Indre-et-Loire et la Somme ou le Nord. C'est pas une critique. Il est né à Amiens. Je vous le dis. Gardez ça pour vous. Vous, par contre, vous avez une programmation des différents sujets qui est très, je dirais, très variable, même par rapport à la chaîne concurrente. Est-ce que vous pourriez me dire votre part d'autonomie et également qu'est-ce qui vous... quel est votre fil conducteur? Alors, c'est en effet la résultante de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'autonomie des éditions. Donc, Jean-Pierre et moi, on s'entend très très bien, mais on ne se parle jamais de ce qu'on va mettre les uns les autres dans notre propre journal, du même jour pourtant. Et lui, il a fait un choix qui est un choix qui a été ratifié, qui marche par ailleurs très très bien, et qui a été ratifié par la direction, qui était un choix d'une information plus régionale, plus proche des gens, et avec une moindre importance donnée à la politique, à l'étranger et à ces sujets-là. Moi, je considère que à 20h, le journal doit être vraiment le reflet du monde, des institutions françaises, bien entendu, président de la République, Premier ministre et institutions régionales, et que donc il ne faut jamais rater ce qui me semble être l'événement du jour. Alors il y a des jours où c'est pas du tout clair de voir ce qu'est l'événement du jour, mais je considère que quand il y a la démission collective de la Commission européenne, c'est l'événement du jour. Et on doit évidemment donner beaucoup de temps à ça, même si on sait par ailleurs que les gens ne connaissent pas bien le détail de ces institutions européennes, se sont perdus entre la Commission, le Conseil des ministres, le Parlement, etc. Et que parfois même il y a peu d'intérêt aux joutes politiques, mais peu importe. C'est notre responsabilité que de les y intéresser au maximum. Donc moi j'essaie de mettre à la fois à leur place qu'est-ce qu'ils auraient envie d'écouter ce soir, mais surtout à la place d'un maître d'école qui dirait bon ben voilà, l'actualité du monde, je pourrais vous en parler pendant 72 heures parce qu'on pourrait tout raconter, mais nous avons considéré avec cette équipe que ce qui était le plus important c'était ceci, cela. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'ouverture d'un sujet,
le plus important, ce sont les titres. Les titres, c'est vraiment ce qui nous paraît être le plus important de l'actualité. Mais l'ouverture d'un journal n'est pas forcément ce qui va être le plus écouté de l'ensemble du journal, parce qu'on a une espèce de courbe étonnante, puisqu'on parlait tout à l'heure des courbes d'audience, qui fait que pour des milliards de raisons qui tiennent au fait que beaucoup de gens qui sont en agglomération parisienne ou des grandes villes rentrent tard chez eux le soir, qui fait qu'il y a des gens qui regardent les Guignols, puisque vous y faisiez allusion tout à l'heure, ou des tas de choses de toute nature, la courbe est étonnante, et entre 8h et 8h15, il y a près d'1 million de différences en plus. Et puis après, il y a une stabilisation à 8h15. Mais donc, après le premier sujet, que ce soit traité en deuxième sujet ou en 25e sujet, ça n'a pas une importance considérable. Mais moi, je considère qu'il faut essayer de parler de ce qui est l'essentiel. On ne pourrait pas faire le calque du journal de 13h à 20h. Et d'ailleurs, personne n'y a jamais songé. Alors, question. Pourrait-on parler de l'effet contagieux des images? Je pense à des incendies de voitures dans un quartier d'une grande ville qui dégénèrent tout de suite dans la même ville ou ailleurs. Et comment vous posez-vous ces questions et leurs effets dans les autres villes de France? Alors là, vous avez parfaitement raison, parce que c'est un sujet que, comme beaucoup d'autres sujets d'ailleurs, on ne maîtrise pas d'emblée. Il nous paraît important, lorsque une dépêche nous alerte sur tel ou tel incident qui se passe, je ne sais pas, à Toulouse, à Strasbourg ou au Mans, de dire on va en parler. Parce que vont en dire les habitants qui sont là, qui voient leur voiture brûler et qui vont dire mais la télévision n'en parle pas, il y a eu des consignes, et quelle est cette censure, etc. Première réaction de notre part, non, on va en parler, parce que l'événement est suffisamment important. Et puis on s'aperçoit en effet au fil des jours, parfois même des semaines, qu'il y a des effets contagieux et que des jeunes ou des individus ou des casseurs ou des gens de toute nature n'attendent qu'au fond l'arrivée des télévisions, des caméras pour à leur tour en faire un peu plus. Donc à ce moment-là, on prend du recul. Quand je vous dis ça, c'est que vraiment on a eu tout au long de ces 2 dernières années des évolutions successives et on fait maintenant très attention. À Strasbourg, ça a été vraiment très très typique. On a bien vu comment ça commençait et puis les caméras arrivaient et puis c'était parfois même attisé d'une manière parfaitement gratuite. Donc on donne maintenant pour consigne à nos journalistes de ne pas se précipiter, de ne pas venir, de rester en retrait et de voir l'évolution. Parce que si ça se termine par l'embrasement d'un quartier entier ou par une affaire dramatique, une issue dramatique ou très dramatique, c'est évident qu'on doit être là aussi. Donc on est, comment vous dire, on apprécie ça vraiment à chaque fois avec avec le maximum de délicatesse, en faisant très attention, en écoutant bien ce que nos correspondants en région nous racontent et en faisant attention en effet qu'il n'y ait pas cet effet pervers de l'image qui serait multipliée par une autre parce que quelqu'un a eu envie. Mais en même temps, on doit relater ce qu'est cette nouvelle délinquance que nous n'avons pas connue, nous, enfin je parle de vous et de moi, quand on était plus jeunes, on n'a pas connu ce type de délinquance, mais c'est aujourd'hui un des drames pour les acteurs de la vie politique, économique bien sûr, mais surtout pour les acteurs qui vivent sur place et qui ont envie quand même aussi que ça s'arrête et qui parfois nous alertent pour que ça s'arrête, quoi. Est-ce que c'est dur de... Oui, est-ce que c'est dur de parler en public? Est-ce que c'est dur de passer à la télé comme ça? Je vois que tu as envie, toi, c'est ça? Ouais, un peu. T'aimerais bien? Ouais. Eh ben, écoute, moi je trouve que c'est pas dur, mais je suis mal placé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le trac. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas le trac. J'avais plus le trac quand j'ai commencé à la radio.
La télévision, ça me plaît assez parce que justement, on peut bouger. Bon, moi, je bouge beaucoup avec mes mains, tout ça. Je suis pas bridé, ça me plaît. Donc, pour moi, c'est pas dur. Voilà, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est les conséquences après. Mais bon, j'espère que tu n'en arriveras pas là. Une question de monsieur. Alors, une question au premier rang, et peut-être d'abord là-bas. Il y a une question là-bas? Attendez peut-être le micro. Nous, on vous entend bien. Voilà. Merci. Peut-on parler d'objectivité de l'information quand on sait que l'abondance de l'information qui vous parvient impose de hiérarchiser, de faire un choix dans les sujets que vous traitez? Moi, je préfère trop d'informations à pas d'informations, ou pas assez d'informations. J'ai quand même vu fonctionner, parce que j'ai pas mal roulé ma bosse à l'étranger, des systèmes totalitaires. J'ai vu comment on pouvait réussir à se débrouiller au fond pour que personne ne sache, pratiquement personne ne sache, en tout cas n'en ait pas témoignage en image, que les soviétiques ont mené une guerre en Afghanistan terrible pendant 8 ans, etc. Donc, quand on coupe complètement les robinets de l'information, de l'image, etc., on peut arriver à ces systèmes qui sont des systèmes quand même de censure extrême. Donc, je préfère trop d'images que pas assez d'images. Mais bien sûr, trop d'images, ça donne aussi une grande confusion. Donc, il faut essayer de réordonnancer ces images. Et puis s'en méfier aussi. On a appris à se méfier d'images. Là aussi, c'est quelque chose de nouveau, par rapport à une question qui m'était posée tout à l'heure. On n'avait pas cette habitude. L'image, pour nous, jusqu'alors, elle nous parvenait, on la diffusait ou on la diffusait pas, mais maintenant, il faut vraiment qu'on sache qui a filmé. On a été tous, évidemment, très traumatisés par Timișoara qui avait démarré par une dépêche yougoslave qui parlait de plus de 4000 morts dans un massacre, qui avait été repris par l'AFP. Les correspondants sur place ne voyaient rien, mais les propres patrons de rédaction truffaient les papiers de leurs correspondants de ce qu'ils avaient lu dans l'AFP en disant « Mais attends, t'as pas vu ?» Ils rajoutaient ça. C'était le cas, ça a été un cas assez célèbre d'un grand journal du matin qui est spécialisé dans les leçons qu'il donne aux autres, donc c'est pour ça que je ne le citerai pas, mais bon, qui est un journal tout à fait honorable par ailleurs, mais qui a éprouvé le besoin d'envoyer la copie de de truffer la copie de son envoyé spécial de ce qu'il y avait dans l'AFP. Or, l'envoyé spécial, il n'avait jamais vu 4800 personnes ou 4200 personnes mortes. Sinon, il l'aurait dit. Et ça, si c'est pas du bidonnage, c'est quand même plus grave. Bon, passons. Mais cette affaire-là a été quand même très très grave pour nous, parce qu'on s'est aperçu que sur la base simplement de 20 tombes montrées furtivement par une agence extérieure, sans qu'on sache exactement ce qu'étaient ces cadavres, s'il y en avait bien 4220 autres, etc., les gens sont partis sur un grand galop d'excitation et ont cru ça. Mais en même temps, très rapidement, l'information a été rectifiée, les gens ont fait la contre-enquête et on a dit il n'y a jamais eu de massacre à Timișoara. On a eu ce même problème tout récemment, hier encore, avant-hier encore, puisqu'il y avait le rapport d'autopsie de la commission chargée de s'occuper du massacre de Račak au Kosovo. Mais ce sont des choses très importantes, parce que en fonction de ce qui va être diffusé, les opinions vont être plus ou moins chauffées à blanc, plus ou moins énervées, excitées ou émues, et les gouvernants, qui, comme on le sait aujourd'hui, suivent davantage l'opinion que naguère, en tout cas, sont obligés de tenir compte de ce qu'est l'opinion, les gouvernants vont prendre des décisions. On sait très bien que c'est parce qu'il y a eu un attentat un jour très sanglant sur un marché de Sarajevo que Clinton a décidé d'intervenir à ce point en Bosnie, que sur le Kosovo, quelque chose va peut-être arriver ce soir, demain ou dans les jours qui viennent, parce qu'il y aura eu justement ce massacre de Račak. Donc toutes les images, il faut y faire très attention, il faut vraiment vérifier, savoir d'où elles viennent, par qui elles ont été filmées, s'il ne peut pas y avoir eu bidonnage ou traficotage. C'est pour l'instant pratiquement jamais arrivé. Même les dérapages qui ont été condamnés et qui sont tout à fait condamnables ces derniers temps n'altéraient pas la vérité. C'était des reconstitutions de la réalité.
c'est inexcusable, mais ça n'altérait pas la vérité. Mais il faut faire très attention aux images, en effet. Mais à tant faire, je préfère quand même en avoir plus que pas assez. Est-ce que vous pourriez nous parler du métier de journaliste-reporter que vous exercez hors de votre présentation? Alors ça, c'est ce que j'aime par-dessus tout, parce que j'ai commencé dans ce métier en gagnant un concours qui était organisé par France Inter, qui s'appelait Envoyé spécial, et donc qui consistait à faire le tour du monde. On était 3-4 000 candidats, ils en ont gardé 34, chacun était dans 34 pays différents. On a diffusé nos reportages pendant 34 semaines. À l'issue des 34 semaines, ils ont décidé d'envoyer les 4 meilleurs. Je suis reparti, etc. Bon, ça m'a beaucoup passionné. Je trouve que c'est la noblesse du métier. Les reporters, c'est quand même ceux qui font le boulot. Bon, bien sûr, il y a à Paris 2 ou 3 personnes qui prennent des décisions et qui présentent le travail des autres, mais le travail des autres, il est colossal, capital, formidable, et dans des conditions, je le vois souvent, parce que quand je me déplace souvent dans des circonstances un peu extrêmes, type catastrophe ou pays en guerre, et je trouve que les reporters font un travail magnifique et souvent risqué. On a perdu un caméraman à Beyrouth, on a perdu un autre caméraman à Moscou il n'y a pas si longtemps, pendant le putsch. On a perdu un preneur de son à Mogadiscio quelques semaines après. C'est un super beau travail. Oui, dans les réponses que vous formulez et puis dans ce que l'on voit dans vos journaux télévisés, on voit beaucoup de guerres, de catastrophes, de massacres, de turpitudes, de famines, etc. Est-ce que ça vous arrive de demander à vos collaborateurs de trouver un sujet positif? Oui, vous avez parfaitement raison, parce que ça c'est quelque chose que je ressens depuis quelques années. Et à mon sens, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai la vague intuition que si justement nos journaux sont peut-être suivis à ce point, c'est qu'on essaie justement de donner des contrepoints à ce que vous venez de dire. Parce que ce qu'on montre, en effet, c'est la face noire de l'âme humaine, la plupart du temps. Mais je pense que, notamment en économie, en social, en société tout court, on découvre on sait, on a tous autour de nous des expériences de gens qui sont bénévoles, qui montent des associations, qui remuent ciel et terre pour obtenir des choses exceptionnelles. Et contrairement à ce qu'on imagine, puisque dans le métier, il y a une espèce de règle un peu imbécile qu'on ne parlait pas des trains qui arrivaient à l'heure. Entre parenthèses, le nôtre n'est pas arrivé à l'heure, mais enfin bon, en général, ça marche bien entre Paris et Le Mans. Mais cette idée qu'on, au fond, ne parle que de ce qui ne va pas n'est pas une bonne idée. Parce que si on veut montrer un pays qui bouge, par exemple, que ce soit une province, une région, un département ou un pays tout court, il faut montrer ces forces vives. Et les forces vives, ce n'est pas forcément celles que l'on voit s'exprimer traditionnellement. Donc il y a de plus en plus de sujets, si vous regardez bien dans mon journal, sur la solidarité, sur la manière dont on peut s'en sortir quand on est handicapé, dont on peut s'en sortir quand on a telle ou telle maladie, etc. Enfin, des sujets que je souhaite justement positifs, comme vous le dites. Bien, on prend encore 4-5 questions peut-être. On vous demandera de faire des réponses comme des sujets. C'est-à-dire un sujet, ça fait quoi entre une et... Une 30, oui. Une 30 en moyenne 32 minutes. Ah oui, pas plus, 2 minutes maximum. Non, c'est 2 minutes 30, 3 minutes, oui. Maximum. Alors voilà, des réponses de 2 minutes. Et on peut prendre encore 4 ou 5 questions, monsieur. Méfiez-vous des contrefaçons, c'est par ces mots que Karl Zéro finit son journal le dimanche. Que pensez-vous de ce type d'information et d'impertinence par rapport, je dirais, au journal que vous animez? Et entre autres, je m'excuse, oui. Et entre autres, je dirais, que pensez-vous c'est un petit peu dans le même ton, hein, de ce que votre marionnette fait de l'actualité, qui est, semble-t-il, la même que celle que vous exposez au journal de 20h? C'est vrai qu'on dispose tous, en effet, des mêmes sources d'information. Je pense que tout est utile. Moi, je n'ai jamais jeté d'anathème, contrairement à certains, sur d'autres formes de presse,
qu'on peut aimer ou ne pas aimer. La caricature est toujours indispensable. Il faut quand même pour ça avoir, bon, évidemment, un peu de talent, mais il faut avoir des moyens aussi. Hein. Et pour revenir sur ce journal, il faut aussi y avoir du mordant, des dossiers, pas simplement se contenter de l'idée qu'on est impertinent parce qu'on va tutoyer les gens, par exemple. Je crois que l'impertinence, elle va bien au-delà de ça. Elle va, quand on est très fort sur ces dossiers, on est évidemment plus fort face à son interlocuteur. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait satisfaisant. Pour ce qui est de ma marionnette, alors il se trouve que je ne peux pas la regarder pour des raisons que vous pouvez comprendre, parce que c'est exactement à la même heure, je crois, j'en suis sûr, que mon journal, et que c'est d'ailleurs pas par hasard qu'ils font démarrer ça en général 2 minutes avant le journal, puis pour que ça termine 3 minutes avant le début. C'est bon, comment dire, je m'y suis fait, voilà, je m'y suis fait, je l'ai pas demandé, je m'en serais bien passé. Il paraît qu'il y a des gens qui demandent à en être, bon ben ça, je leur souhaite bien du plaisir, mais c'est pas toujours, bon, il faut faire avec, chacun sa vie, voilà. Bon, elle vit sa vie, je vis la mienne. Et puis comme ça, les vaches sont bien gardées. Ça n'est pas votre clone. Alors, question? Non. Bah, c'était une conclusion, peut-être, non? Juste peut-être une question, parce qu'on parlait tout à l'heure du poids des images. On a parlé un peu du poids des mots en parlant de la présomption d'innocence, mais sans parler de la présomption d'innocence, vous avez conscience, évidemment, tous les soirs, que même un adjectif mal choisi peut jouer énormément sur une information. Oh oui, il y a évidemment, il y a même pire. Moi, j'ai un souvenir terriblement terrible, vraiment très dur. À chaque fois qu'on m'interroge, souvent, je fouille dans ma mémoire pour essayer de voir les moments où je me reproche des choses, mais j'ai le souvenir cuisant d'un jour où, pendant que je présentais le journal, il y avait un de nos journalistes qui, informé avant les autres, était venu me voir en me disant « Je sais de sources sûres, de la part de la compagnie UTA, que le DC-10 qui faisait la liaison de N'Djamena à Paris n'arrivera jamais à Paris. Il était attendu à 19h, il n'y a toujours pas de nouvelles. Quand vous avez une information comme ça, vous la donnez. Vous la donnez, je ne dirais pas sans réfléchir, mais vous la donnez avec des précautions de langage. Je sais très bien qu'à ce moment-là, j'ai commencé même à échafauder des idées selon lesquelles, bien sûr, il était possible qu'il soit posé dans le désert. Enfin, tout ça était évidemment contre toute raison, mais je l'ai dit. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de la femme du pilote, une lettre très digne, très belle, qui me dit avoir appris, au fond, la mort de son mari, comme ça. Même si on avait beaucoup de retenue dans ce qu'on annonçait, il est évident que ça m'a énormément fait réfléchir. Et quelques semaines plus tard, un autre de nos correspondants en région, cette fois-ci Jean-Pierre Stucky, qui était à Strasbourg, par je ne sais quelle façon, a su très vite qu'un avion venait de s'écraser et que cet avion qui faisait une liaison transversale, je pouvais revenir. Il me téléphone juste au moment où se termine le journal, mais à ce moment-là, il y avait la météo. J'avais encore une ultime possibilité de revenir à l'antenne, et je ne suis pas revenu à l'antenne pour le dire. Parce que la limite, bon, d'abord, j'avais été très échaudé par l'expérience précédente, et puis surtout, je me disais que ça pouvait bien attendre un peu, quand même. Ça pouvait bien attendre, même ne serait-ce que le journal de la nuit, qu'au moins les familles soient prévenues, etc. Donc, ces sujets-là sont des sujets capitaux. Et les expressions qu'on emploie, évidemment, à propos des uns et des autres aussi. On emploie des mots, malversation, douteux, je ne sais quoi, à propos de gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais dont on n'est absolument pas, enfin, on n'est pas sûr. Tant qu'on n'a pas la preuve absolue, il faut faire très attention dans le début d'une enquête. C'est très très dur. Et on voit bien que parfois on peut faire des énormes erreurs. Donc avançons prudemment,
Prenons même le temps de la réflexion, ça ne sera pas plus mal pour autant. Il ne faut pas être obsédé par l'idée de la concurrence à ce point, en disant mais les autres peuvent l'avoir dit, c'est pas grave. Les gens qui vous regardent, eux, n'ont entendu qu'une version, donc il n'y a pas à se précipiter. On fait attention, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus. Bien, la dernière, ou les deux dernières questions. Et il est 8 heures, c'est l'heure du journal. Oui, en fait, c'est ça. Mais je vois ça sur votre petite pendulette. Bien. Eh bien, Monsieur Duloir, Roland Duloir, sénateur et président du Conseil général, va passer dans le 20h, puisqu'il est 20h. Si, juste avant que M. Duloir intervienne, je redis ce que disait Jean-Ami au début, si vous pouvez, juste après l'intervention du président du Conseil général, attendre, avant de vous lever, que Patrick Poivre d'Arvor rejoigne le petit chapiteau qui est situé juste derrière, pour les dédicaces du livre, et puis saluer aussi les gens qui se trouvaient dans une autre salle, le scriptorium, et qui vous regardaient, qu'on ira saluer en votre compagnie juste après. Bien. Eh bien, au nom des Sartoises et des Sartois venus si nombreux ce soir, je voudrais vous remercier, Patrick Poivre d'Arvor, d'être venu animer la Voix au chapitre. Notre Voix au chapitre prend de plus en plus d'extension, et je crois que votre démonstration de ce soir nous a pleinement satisfaits. J'en ressors une chose, vous êtes un homme à double facette. Je connaissais un petit peu l'homme froid tel que je le voyais dans le 20h, du moins à l'image, et j'ai perçu une très grande sensibilité. Cette très grande sensibilité, vous l'avez démontré de la façon dont vous répondiez aux questions sur des sujets en profondeur, et vous l'avez certainement démontré au travers de votre œuvre, car on n'écrit pas 18 romans ou essais si on n'a pas quelque chose à dire. Et je crois que ça a été très heureux pour nous de vous voir tel que vous êtes, et non pas tel que l'on pouvait se l'imaginer au travers simplement du journal télévisé. Et je pense que pour les Sartoises et les Sartois, eh bien, la part d'audience du journal de 20 heures a encore augmenté. Heureusement qu'il ne passe pas en même temps que France 3. Mais... Merci. Merci. Je remercie le président de ces paroles aimables, tout en lui faisant remarquer quand même qu'on a empêché des gens de regarder le journal. Donc, là, on a perdu de la part d'audience. Et surtout, je vous remercie beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse. Et puis, cette organisation, quand même, je pense que dans ce lieu, on peut pas dire de bêtises, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a quelque chose, un esprit, il y a une âme qui empêche peut-être qu'on dise autant de bêtises que d'habitude. Merci beaucoup à vous tous.